Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à cette 34e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, qui cette année met à l'honneur la vallée d'Aoste, on l'a vu, et également la bande dessinée qui est l'innovation de cette édition 2024. On sait que la bande dessinée est le 8e art, et la montagne est une source d'inspiration inépuisable pour les auteurs et les illustrateurs. Les albums nous amènent à réfléchir sur la futilité d'un exploit, la maîtrise du risque, la proximité de la mort qui apprend à valoriser la vie. Ils amusent par leur malice, ils illustrent de grands romans, ils rendent compte du tragique de l'histoire par leur verve et leur talent. Scénaristes et dessinateurs sont les brillants auteurs et les véritables artistes d'un monde nouveau. Ils animent un genre nouveau qui rend la lecture plaisante et instructive. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Franck Abadie, qui est le promoteur du premier Grand Prix de la bande dessinée de montagne qui a été décerné jeudi dernier lors de l'inauguration du salon de Passy. Maya Neyestani, qui est iranien et qui signe cette année un très bel album qui s'appelle Les oiseaux de papier et dont on parlera tout à l'heure parce qu'il est tout à fait impressionnant de véracité et de matière à réflexion sur l'état du monde. Nous avons Félix Menet, qui est le père de l'illustre, ou le petit-fils, j'en sais rien, de l'illustre Fanfouet, le malicieux alpagiste qui nous ravit dans la vallée depuis de nombreuses années. Nous avons également Nicolas Julot, qui nous emmènera au paradis inaccessible et qui a reçu le Grand Prix de la bande dessinée de montagne. Et puis Simon Parco et Paul de Châtelperron qui va nous rejoindre, qui signe Carnet de guide aux éditions Glénat et qui joignent à la fois le texte et les illustrations par aquarelle d'une façon tout à fait habile. Mais pour des raisons d'impératif, je vais d'abord m'adresser à Maya Amana Neyestani, qui est donc, je l'ai dit, iranien, et qui publie un album illustré sur l'Iran et sur toutes ces personnes qui sont amenées à fuir l'oppression d'un régime totalitaire et qui trouvent en montagne les chemins, non pas de la liberté, mais de l'inconnu. Donc je voudrais vous poser la question, quelle est la part de réalité dans l'œuvre que vous avez composée? Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est fondé sur la réalité? Et si c'est fondé sur la réalité, quelle est cette réalité? Bonjour. Actually, it's an old issue in Iran. I mean, Kurdbars, persons who take the goods across the borders from Iraq to Iran. It's not a new thing. More than 2-3 decades, I heard about them, and I did a lot of cartoons, dessin de presse about them. At some point, I decided to write and draw a graphic novel. Donc, Maya Neyestani a écrit donc, ce recueil, Les oiseaux de papier, mais c'est suite à une longue réflexion et on travaille déjà en amont sur des petites histoires dessinées. Et tout ça, ça résume le livre que j'ai dans vous, résume tout son travail de plus de 30 ans. Il s'intéresse déjà à ces couvards, qui sont ces couvards qui sont ces colporteurs qui transportent des biens de consommation courantes entre les frontières et qui existent depuis plus de 30 ans maintenant. Et Maya Neyestani s'est intéressé à eux depuis quelques temps déjà et il en a fait une compilation. So it's based on facts, you know. C'est basé sur des faits réels. You know, there are people that facing a lot of danger in the mountains of Kurdistan. They get in avalanche, they shot by frontier guards, they, I don't know, frozen to death.
go to the minefields remain from the Iraq-Iran war. Ils affrontent en traversant ces frontières, donc ces frontières, ces montagnes, hein, c'est vraiment déjà les montagnes ont des dangers en elles-mêmes, avec les avalanches. Et en plus de ça, il se rajoute des dangers dus aux militaires qui patrouillent dans les montagnes, qui rançonnent ces passeurs. Et aussi des champs de mines qui ont été laissés par les différents conflits, qui parsèment la montagne. Et puis bien sûr le froid intense, parce que quand on parle de plus de 4000, c'est d'habitude, le froid est piquant, vraiment plus que piquant, et c'est encore des moyens de mourir pour survivre finalement. So based on truths and based on facts, I built my fiction. Ouais, basé finalement c'est plein de faits réels qui ont été agglomérés et ça lui a créé une fiction, c'est ça. Mais tout est basé sur des faits réels. Et la précision du trait est très importante et elle amène à renforcer le texte. Et je pense que la conjonction de l'image et du texte est très forte. Elle touche à la fois le cœur et l'âme et elle amène à réfléchir sur un sujet de grande préoccupation dans ce pays en crise. Yeah, okay. My main purpose was to bring this subject into the spotlight, to draw people's attention to this subject. Oui, l'intention de départ quand même de Manan Yestani, c'est d'apporter à travers son récit, donner un coup de projecteur sur cette réalité brutale qui est tous les jours, qui est actuelle. C'est pas du tout. And it's a difference between journalism and art and graphic novel or literature. In journalism, you inform people, you see a title, you bring a title like 5 cool bears has been dead last night in the mountains of Kurdistan. Okay? Mm-hmm. But in the literature, in the graphic novel, we turn this title to something emotionful, tangible, make it so. Il y a c'est pour être la différence entre un récit journalistique et un récit narratif comme a fait à travers les secondes de papier Manan Yestani, c'est que dans le journalisme, dans les rapports journalistiques, c'est-à-dire les articles de journaux, on met vraiment froidement, un peu cliniquement, même les rapports de gens qui sont morts, c'est 5 passeurs qui sont morts, c'est énième passeurs qui sont morts. Donc là, on parle vraiment de faits et puis d'une réalité froide. Mais à travers la fiction, Mana arrive à donc, parler justement de la même chose finalement, mais en amenant, en faisant ressentir et ressortir les choses. D'abord ressortir les choses et on ressent ce que ressentent ces personnes-là. Donc là, on a d'un côté froid du journalisme et qui est traduit par Mana, par un récit qui laisse pas indifférent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu le coup de cœur du Grand Prix de la BD. Et c'est justement parce qu'il touche au cœur ce récit. Yes, so 5 people dead. I try to turn these numbers to the human being. Who are the 5 people? What's their emotions? What's their life? How they thinking? I try to make them tangible for you and try to draw your attention and your empathy or sympathy to these people. Ouais, à travers l'anonymat des chiffres, la comptabilité morbide de tous ces gens qui meurent, qui restent des statistiques quelque part, lui il a réussi à leur donner une identité, une singularité, et il a parlé de chaque personnage a une histoire, chaque personnage a un drame, et justement à travers le récit, ça permet de parler de ces personnes-là d'une manière individuelle et forte. Il y a une grande solidarité entre tous ces personnages qui ont en commun d'avoir un instinct de survie très développé. Mais cela n'empêche pas la présence de traîtres parmi eux qui accentuent le drame qu'ils vivent dans cette expédition tragique.
I hope that it doesn't spoil the story. The story has one or two twists. Anyway, I didn't want to make these people like heroes. They're not heroes. They're normal people with all weaknesses or strengths and everything. They're victims of the situation. Ouais, il ne voulait pas présenter ces personnages comme des héros. C'est pas des héros, c'est des héros de la vie quotidienne, mais c'est des gens qui sont victimes de la situation. Et en aucun cas, même s'ils font des choses extraordinaires, c'est pas des héros. But still, being victim doesn't justify traiting, doesn't justify being dishonest. Being victim make the characters more understandable, but not justify them. So I try to show this situation. Yeah. Mana, à travers son livre, ne veut pas démontrer, il veut juste montrer. Après, on peut penser à ce qu'il veut des personnages, mais c'est surtout ça, cette manière de dire quelque part sans jugement. C'est ça, c'est le rôle de ce. En tous les cas, c'est ce qui apparaît dans son roman illustré. And the mountain and the nature is important in this book because to me it's like personage, like character, which is indifferent watching the destiny and the fate of the characters. Just watching indifferent, like God. The nature of the mountain, it's like God indifferent. Donc en effet, la nature est présentée, la nature des montagnes et la forêt là-haut sont montrés comme des personnages à part entière. Hein. Et puis à travers ces personnages, ça rajoute encore une dimension spirituelle à la narration. Nous pouvons être reconnaissants à Mana Neyestani de nous sensibiliser au malheur d'un monde que l'on ne connaît pas et de nous associer à la peine et aux efforts de ces populations qui sont confinées dans la grande pauvreté et dans la certitude et qui essaient de trouver les moyens de rebondir, je le disais tout à l'heure, pour survivre. Yeah, to do this book, because that I'm not from that region, I'm not Kurd, I've never been in that mountains. I needed to find the truth and facts about that region from distance, far from there. From Paris, I need to have some researchers and everything, and it wasn't easy at all. So I tried to find some contacts from real cool bears who's living in Kurdistan. Some of them has an Instagram profile. So I tried to contact them, interview them, not only about their job, but also about their lifestyle, because I wanted to know how they live, how is their daily life. Mana Neyestani, pour l'histoire, donc il est de Téhéran et il ne connaît pas cette région. Enfin, il la connaît comme on pourrait la connaître à distance. Donc toutes les recherches qu'il a faites, il les a faites à distance. Il les a faites de Paris, entre autres. Et donc il a récolté toutes ces histoires avec des témoignages de personnes qui sont sur place. Et donc il a fait vraiment un travail d'enquête parce que c'est pas sa région d'origine. And the best feedback that I ever had so far was from a real cool bear. I met him in the Delmont festival 2 months ago. It was a real cool bear refugee there in the Switzerland. And he told me that he read the book in French and it seems to him so real. Oui, donc dans un festival en Suisse à Delmont, Mana a rencontré un vrai coolbar, vraiment quelqu'un de là-bas. Il a lu la version française, bien sûr, il a lu tout le livre de Mana, et il a
vu que c'était ce qu'il avait vécu, c'était vraiment la réalité pour lui. Il n'a pas vu de différence entre ce que lui a vécu personnellement et ce qui est décrit dans le livre. Bon, les histoires sont un petit peu différentes, bien sûr, mais en tous les cas, pour cette progression de ces couloirs à travers les montagnes, il était raccord, comme on dit en français, avec ce qui se passe réellement sur place. Mana devant prendre son train, là, à bientôt. Si vous avez une question courte, une réponse courte. S'il n'y en a pas, je voudrais vraiment le remercier pour la puissance évocatrice de ses portraits et la justesse de ses dialogues qui sont d'une précision vraiment incisive et qui mettent en parallèle à la fois la bienveillance et la haine, la brutalité d'un régime d'exclusion et la douceur d'une femme restée au village qui tisse avec bonheur le tapis d'un amour hypothéqué. Et ça, je pense que c'est un livre à la fois très violent, très fondateur d'une grande humanité, et puis aussi nourri d'une certaine espérance. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir. Bien, nous passons du tragique à la fantaisie, et ça c'est le bonheur de la bande dessinée, hein, c'est de pouvoir mélanger tous les genres. Et nous avons vraiment le plaisir de recevoir Félix Menet. Depuis des dizaines d'années que je m'occupe de ce salon, je tenais à et je cherchais les moyens de le faire. Et puis voilà, grâce à nos amis qui ont organisé cette innovation cette année, et bien, nous avons le plaisir de le recevoir et de recevoir ce personnage mythique, Fanfoué, qui est un alpagiste malicieux qui résout un certain nombre d'enquêtes en montagne et qui lui aussi est pétri de roublardise, mais aussi d'une certaine humanité, une humanité bienveillante et amusante. Merci, en effet, j'ai essayé de créer ce personnage en souvenir des grands-pères que je croisais quand j'étais gamin. J'ai grandi à Paris, je suis chapelaisien quand même d'origine, j'ai grandi à Paris quand je venais en vacances. J'étais toujours très impressionné par ces personnages qui avaient l'air très très âgés, alors que je pense qu'ils n'étaient pas si vieux que ça, qui après coup me faisaient penser un petit peu, vous savez, à la Tom, avec cette croûte un peu rustique et cette tendresse à l'intérieur. Donc c'était des gens qui avaient une certaine malice, effectivement, qui avaient beaucoup d'esprit, qui étaient beaucoup plus subtils qu'ils en avaient l'air. Et j'ai voulu leur rendre hommage et puis aussi répondre à certaines questions que je me posais, notamment en voyant comment ils arrivaient à créer une connivence avec les personnes avec qui ils parlaient, notamment avec les dames. C'est-à-dire qu'ils arrivaient non pas à les séduire, mais à les faire sourire, ou du moins créer cette complicité qui, moi, m'intriguait beaucoup. Et j'ai tenté de résoudre ce mystère en créant le personnage de Fanfoué. C'est un observateur malicieux de la vie de la montagne et il n'est jamais grivois, il est malicieux et il y a un juste équilibre entre cette roublardise et puis l'humour. Voilà, bon, c'est un personnage effectivement très positif. Alors, effectivement, Fanfoué n'est pas confronté au drame humain comme on l'a dit précédemment. Il n'est pas du tout nostalgique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, effectivement, on a l'impression qu'il est de l'ancien temps, mais ce qui l'intéresse, c'est le présent et peut-être même demain, parce qu'il s'intéresse à beaucoup de choses, il est très très ouvert. Et quand j'entendais autrefois la phrase « c'était mieux avant », ça avait tendance un petit peu à m'irriter, et c'est l'illustration de ce contre-pied que j'ai pris avec le personnage de Fanfoué en disant « c'est pas si mal maintenant, et ça sera peut-être pas si mal demain aussi », et du moins c'est ce qu'il pense lui, et c'est ce que je veux illustrer à travers ce personnage et à travers les rencontres qu'il fait, notamment à travers les polars savoyards, qui sont une série d'enquêtes à Agatha Christie, où Sherlock Holmes met avec un béret et des grandes moustaches. Voilà, et avec là encore une précision du trait qui est tout à fait remarquable, parce que les personnages sont criants de vérité. Alors quand on fait de la bande dessinée, c'est vrai qu'on a tendance à être très très observateur, mais surtout je vous observe tous. Et donc effectivement une attitude ou je sais pas, la manière de poser, la manière dont on s'assoit, la manière dont on se tient, peuvent retenir mon attention, et peut-être que je replacerai un jour dans une bande dessinée parce que je trouve que c'est à la fois élégant ou peut-être tout à fait typique ou quelque chose, et que je vais retenir
consciemment ou inconsciemment, et que je vais reproduire. Donc c'est ce que j'essaie de faire en gardant ce trait effectivement humoristique, tout en mettant beaucoup de plaisir à représenter la montagne comme moi je l'aime. C'est la montagne des hommes, c'est-à-dire que c'est pas la haute montagne, c'est la montagne habitée, et notamment en alpage, parce que finalement c'est là où l'été, les gens passaient toute l'estive, toute la saison à vivre un peu différemment que dans la vallée, puisqu'ils étaient beaucoup plus libres, avaient un état d'esprit beaucoup plus ouvert, et voilà, c'était une respiration dans la vie des paysans de montagne. Voilà. Et ce sont aussi des albums qui nous mettent en appétit, hein, parce qu'il a un sac bien garni, avec un certain du reblochon, avec de bonnes bouteilles, etc. Donc effectivement, on n'a pas de faim. Voilà, alors dans ce qui peut qualifier Fanfouet, c'est ça, c'est ce côté épicurien, bien sûr. Pas du tout, comme je disais, pas du tout méfiant à l'égard de la modernité ni des autres. Donc c'est-à-dire qu'il accueille volontiers qui passe. D'ailleurs, c'était une tradition autrefois d'accueillir quelqu'un lorsqu'on se baladait en montagne et qu'un chalet était ouvert. La personne qui était dans le chalet, en général, vous proposait soit de boire le café, soit de boire la gnôle. Tout dépend de l'heure de la journée à laquelle vous passiez. Et c'est un petit peu ça, ce personnage, ça reflète à la fois cet esprit d'ouverture et puis cette identité montagnarde qui m'a toujours beaucoup touché. Et puis certains de ces personnages sont souvent emmenés au paradis, hein, parce qu'il y a des histoires d'amour qui se trament en montagne. Voilà, alors aussi, le paradis dans un chalet de montagne, c'est l'endroit quand les alpagistes arrivaient dans leur chalet pour s'installer pour l'estive, pour les 4 mois d'été. Ils faisaient la première chose qu'ils faisaient en général, c'était le paradis, c'est-à-dire c'était un endroit dans le chalet où on posait des petites dentelles en papier, des fleurs qu'on venait de cueillir, et surtout une statue de la Sainte Vierge. Et voilà, c'est ce qui s'appelait un paradis dans le chalet. Et puisque les gens étaient très croyants en montagne, très portés sur la religion catholique, et à la fois c'était un paradis, peut-être, moi, à ma manière dont je le vois, je pense que les gens travaillaient énormément pour simplement s'occuper des troupeaux, fabriquer le fromage, effectivement, à partir du lait. Mais c'est vrai que ma vision, puisque j'ai grandi un petit peu à Paris, était peut-être un peu idyllique, mais j'ai essayé de faire la part entre ma perception, on va dire, rousseauiste de la montagne, et puis la réalité, et avec les personnes avec qui j'ai pu échanger, qui m'ont raconté leurs histoires. Et j'ai essayé de picorer ici et là, à la fois des anecdotes, mais aussi finalement toutes ces histoires d'amour, effectivement, qui font que 2 jeunes gens peuvent se rencontrer à l'occasion de ces mois de liberté et peuvent nouer une relation et peut-être se marier par la suite. Et je trouvais ça assez touchant, d'autant plus que, en me renseignant, je me suis rendu compte que le patois savoyard qui était parlé dans ces alpages par les gens, parce que c'était leur langue maternelle en quelque sorte, ben dans ce patois savoyard, il n'y avait pas de mot d'amour, il n'y avait pas de mot de tendresse. Le mot sentiment n'existe pas en savoyard. Par contre, s'il n'y avait pas de mot d'amour, il y avait des preuves d'amour, et je trouvais l'idée assez belle, en regrettant qu'on ne puisse pas verbaliser finalement ces sentiments. Oui, ce ne sont pas vraiment les rêveries d'un rocker solitaire, hein, mais il y a quand même beaucoup de sensibilité et surtout d'empathie vis-à-vis des personnages qu'il rencontre, que ce soit des femmes, que ce soit d'autres personnes. Enfin, c'est quelqu'un d'empathique et de vraiment gentil. Fanfouet est célibataire, mais il n'est pas insensible au charme féminin, bien sûr, tout en restant hyper correct, on est d'accord. C'est pas quelqu'un de graveleux, c'est pas... Je suis marié, j'ai 3 filles, pensez bien que je ne me serais jamais permis de créer un personnage qui puisse être soupçonné de quelconque vulgarité. Donc je fais très attention, non pas, c'est assez, voilà, par respect pour le personnage et par respect pour les lecteurs, à veiller à ce que même si parfois il fait de belles rencontres, tout reste dans justement la nuance que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux grands-pères ou aux personnes âgées que je croisais et qui m'intriguaient beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu le retraduire à mon tour dans ce personnage qui, même s'il est accompagné dans un alpage par la jolie Babette qui est une bergère ou par d'autres touristes qui viennent faire un tour en montagne, les relations sont tout à fait, sont pas du tout équivoques. Et je pense que c'est basé sur l'humour, c'est basé sur le partage, et c'est surtout le clin d'œil, et je fais confiance à l'intelligence des lecteurs pour ne pas voir ce que je n'ai pas mis, bien sûr. Enfin, il nous emmène au paradis, un paradis accessible qui est celui du bonheur de lire. D'autres paradis sont plus inaccessibles, ce sont ceux de Nicolas Julot, qui, alors là, nous emmène dans la grande histoire.
oui, moi je vous emmène, en fait c'est un récit historique. J'ai eu envie de raconter en fait les grandes ascensions, les grandes premières de sommets qu'on connaît quasiment tous. Voilà, donc je suis parti du Mont Aiguille parce que c'est la naissance de l'alpinisme, toujours en 1492. C'est la première fois que des gens sont montés en haut d'un sommet parce que le sommet est là, ils ne sont pas allés pour chasser, je ne sais pas quoi faire d'autre, mais enfin voilà, ils ont vu le sommet, ils ont dit on veut monter en haut. Voilà, donc on dit que c'est la naissance de l'alpinisme, et puis bon, ça a été assez... Enfin, c'était pas vraiment de l'alpinisme, qu'ils sont montés avec des échelles, des grappins, enfin voilà. Mais c'était le principe de monter en haut d'une montagne parce qu'elle est là. Donc ça c'est le début, et puis après je parle bien sûr du Mont Blanc, du Cervin, et puis je termine par l'Everest. Voilà, donc j'ai eu envie de raconter ces histoires, et après je me suis posé la question de me dire est-ce que je vais les raconter les unes à la suite des autres de façon assez simple, factuelle, et j'avais pas envie de ça, donc je les ai mélangés en fait, et j'ai trouvé un stratagème pour en fait passer. Il y a un personnage central en fait qui arrive à trouver le moyen de remonter les siècles. Enfin, il le trouve inconsciemment, il ne fait pas exprès. Et voilà, et donc il se retrouve dans des siècles antérieurs, et petit à petit, comme ça, il rencontre les grands acteurs de ces ascensions. Donc Balma, Baccar, il va rencontrer Whymper, et donc il va un peu mélanger tout ça. Des fois, il y a un peu le foutoir là-dedans, on va dire. Et petit à petit, on arrive à vivre comme ça toutes ces premières ascensions. Moi qui personnellement m'ont fait beaucoup rêver. Donc j'ai voulu évoquer ça de façon assez ludique. J'avais pas envie de faire un truc trop sérieux, mais j'avais envie quand même de parler de ça. Et puis bon, il y a quand même pas mal de voix off. C'est-à-dire que le personnage, c'est un peu moins d'un certain côté. Voilà, il a des réflexions des fois. Il va avoir des réflexions sur l'alpinisme, sur le pourquoi de ces ascensions. Voilà, c'est des questions que des fois moi je me pose aussi. Voilà, j'ai essayé de mettre tout ça dans cette bande dessinée. Il y a beaucoup d'humour, et je pense que l'humour permet de faire passer des messages plus forts sur notamment la solidarité, sur le risque, sur le sens de l'ascension. Oui, tout à fait. Oui, moi j'aime beaucoup l'humour. Alors des fois je le fais même inconsciemment. Je veux faire des trucs sérieux, et puis je pense qu'inconsciemment j'aime bien mettre des petites anecdotes, des petits trucs rigolos. Voilà. Et c'est vrai qu'en effet, oui, ça permet de faire passer des messages qui sont pas toujours qui sont graves. Hein, voilà. Sur l'Everest, des fois c'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais j'aime bien tout d'un coup qu'il y a un petit clin d'œil. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire quelque chose de réaliste. C'est-à-dire que ce personnage qui se balade dans les siècles, c'est complètement irréaliste. Ça permet de donner un petit décalage que j'aime bien. C'est des visiteurs... Oui, je pense que ça m'a inspiré inconsciemment, mais c'est vrai qu'en ayant fait le truc, je me suis dit c'est un peu les couloirs du temps. Les couloirs du temps, mais je veux dire, c'est important de savoir d'où l'on vient et ce qu'ont fait les alpinistes mythiques, hein, depuis l'ascension du Mont Aiguille jusqu'à l'ascension de l'Everest. Et c'est d'autant plus intéressant d'apprendre toutes ces aventures sur un ton souriant. Oui, tout à fait. Voilà, je vous dis, les hommes ayant fait ces sommets, enfin, on a fait l'Everest, j'ai fait les 3 autres. C'est quand on y est, maintenant on a des crampons super légers, on a du bon matériel. Et je me dis toujours, enfin par exemple, quand j'ai fait le Cervin et que j'étais au sommet, que je voyais cette face nord là qui partait, et je me suis dit, eux ils sont montés par la face nord, ils ne sont pas montés par l'arête, où maintenant c'est plein de cordes fixes. Ils sont montés par cette face nord, et je voyais ce toboggan de la face nord, et je me suis dit, quand je pense qu'ils sont descendus là-dedans, ils n'avaient pas de crampons, enfin ils avaient des bâtons, enfin ils avaient des pieux. Enfin voilà, ils avaient un matériel très sommaire, et je me dis, c'est incroyable qu'ils aient le courage de s'engager dans ce toboggan. Voilà, enfin voilà, il y a tout ça, je voulais raconter tout ça, parce que c'est assez fascinant, je trouve. Et le graphisme est tout à fait étonnant, et alors totalement différent de celui de Félix Menet. C'est voilà, un style personnel. Oui, j'ai un style, a priori, mais c'est personnel. C'est personnel avec des personnages. C'est quelque chose dont on développe petit à petit, c'est ça. Mais cela permet aussi de traduire à la fois les émotions, les sentiments, les dialogues aussi sont renforcés par les mimiques des personnages. Ils sont très expressifs dans leur... Oui, enfin, je pense comme Félix, on a des
personnage, il faut qu'il soit expressif. Moi, je travaille beaucoup le côté expressif des personnages. Quand je dessine un personnage qui parle, je vais regarder voilà, quelle émotion il doit dégager, et j'essaie de montrer ça. Et puis c'est vrai qu'en bande dessinée, bon, un peu humoristique, c'est quand même humoristique. On peut s'amuser à caricaturer, à faire, par exemple, quelqu'un qui est très étonné, il va avoir les sourcils qui vont se lever, la bouche qui va se lever. Voilà, on peut vraiment s'amuser à un petit côté Texan. C'est inspiré par ça. Et d'une planche à l'autre, on a l'impression d'assister à une pièce de Molière, hein, parce que les personnages sont assez évocateurs du théâtre classique. En fait, c'est ça qui m'a plu aussi, ces 4 sommets. Je les ai choisis parce que bon, déjà, c'était important, et en plus, c'était dans 4 siècles différents, et 4 ambiances très différentes. Par exemple, j'aurais pu parler de la première ascension de la Meije, mais finalement, c'était à peu près à la même période que le Cervin, les habits étaient les mêmes. Là, j'aimais bien parce qu'il y avait le Moyen-Âge avec le Mont-Aiguille, il y avait en 1786 le Mont-Blanc, c'était la période de la Révolution, ça. 1865, avec le Cervin, il grimpait en veste de velours et en godillot, enfin avec des petites cravates, tout ça. Et puis bon, après, il y a 1953, l'Everest, c'était les premières expéditions, enfin pas les premières, mais enfin les expéditions himalayennes d'après-guerre, ils avaient du gros matériel, des grosses vestes ondulées. Enfin voilà, j'aimais bien parce que je pouvais vraiment passer complètement d'une ambiance à une autre. Et puis il y avait aussi le phrasé, j'ai essayé de me coller un peu, enfin on parle pas pareil au Moyen-Âge qu'en 53, sur les bandes de l'Everest. Voilà, j'ai essayé un peu de changer, d'essayer de trouver comment on pouvait parler. Oui, mais c'est tout à fait réussi, parce que effectivement, on n'a jamais eu de relation de l'ascension du Mont Aiguille avec une telle verve aussi évocatrice. Voilà, donc c'est parfaitement réussi, très amusant. Et dans un registre plus sérieux, il y a les carnets de guide de Simon Parco et puis Paul de Châtel-Perron, avec des portraits de guides, d'hommes et de femmes, et des illustrations à l'aquarelle, hein, de Paul de Châtel-Perron, qui était là tout à l'heure. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est à la fois la relation du texte et de l'image. Et donc, comment vous êtes-vous entendu pour, justement, à partir de ces portraits, trouver des images de montagne qui s'accordaient à votre propos? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, comment on s'est entendu? Comme Paul l'a dit tout à l'heure, il était présent à la dernière table ronde. C'est plutôt moi qui ai commencé à donner un peu un peu le tempo. Je crée l'architecture d'un portrait. Donc on a rencontré 17 guides et carnets de guides. C'est un carnet de voyage à la rencontre des guides de haute montagne dans le massif des Écrins où j'habite. Et puis ici à Chamonix, mais on est aussi allé dans d'autres massifs. Chaque guide rencontré donnait lieu en fait à un portrait littéraire qui donnait un peu le tempo. J'étais un peu la locomotive en quelque sorte pendant les 3/4 du temps, au sens où j'écrivais le portrait, je l'envoyais à Paul, et Paul l'illustrait. Et puis parfois, un quart du temps, c'était Paul qui avait une fulgurance, on va dire, esthétique, et qui se disait, tiens, ce guide, alors par exemple Fanny Schmutz, Patrick Gabarou, Elias Milleriou, Lionel Daudet, je vais le croquer comme ça, dans tel contexte, dans telle ambiance, parce que pour moi, Lionel, c'est telle aquarelle, c'est telle atmosphère. Et moi, alors à ce moment-là, je suivais Paul. On a essayé vraiment déjà de faire un voyage à deux, en binôme, de faire un livre à deux, et donc un livre à finalement 4 mains. C'était le challenge de cet ouvrage, de créer un livre à deux. Et avant de venir à cette rencontre, c'est peut-être la spécificité aussi, et le plaisir qu'on a eu avec Paul à créer ce livre, c'est que finalement, nous les écrivains, moi je suis issu de la littérature principalement, on fait un métier quand même très solitaire. La plupart du temps, on est seul face à notre ordinateur, c'est ça la réalité d'un écrivain. On est seul de 8h à 17h devant un ordinateur avec nos histoires, sans retour, sans l'autre qui arrive quelques années après, finalement, au moment de la lecture. Et là, c'était un véritable plaisir de faire un travail collectif. Et le choix de ces guides, c'était le hasard, c'était des affinités électives? C'était les deux. On s'est laissé porter comme dans un voyage, et au fil des rencontres, si tu veux, un guide en appelait un autre. Au bout d'un moment, lorsqu'on a eu un petit échantillon d'une dizaine de guides, on s'est dit qu'il fallait ajuster
mettre un petit peu plus d'anciens, un petit peu plus de jeunes, un petit peu plus de fans, bien évidemment, mettre des guides aussi du Cantal, du Massif central, des Pyrénéens aussi. Après, on a ajusté, si tu veux, mais on s'est vraiment laissé guider, porter, comme lors d'un voyage, finalement. Avec toujours la volonté d'illustrer pour mettre en valeur à la fois le propos, l'image, renforçant le message écrit. C'était exactement ce que je voulais dire. C'est dommage que Mana soit partie parce que je me suis beaucoup retrouvé, reconnu en fait dans son discours, même si on parle de choses finalement assez différentes. L'image, pour moi, c'est un média, c'est un outil. Alors je parle de mon point de vue d'auteur, mais c'est un outil pour aller toucher le lecteur et l'amener dans des endroits où il ne serait pas forcément allé. Et moi, je viens plutôt, j'ai envie de dire, du milieu de la médiation. J'étais prof avant. Aujourd'hui, je fais des balades philosophiques, je fais des cours de philosophie en fait en marchant. Et l'enjeu de ces balades philosophiques, c'est d'ouvrir, d'introduire à la philosophie par le biais d'une petite balade. Tu penses que tu vas aller te balader un dimanche matin, mais tu te retrouves finalement avec Emmanuel Kant à 10h du matin dans la critique de la raison pure, et tu ne sais pas pourquoi je t'ai amené ici, mais je t'ai amené tout en douceur, et finalement en fait tu vas découvrir Kant lors d'une petite balade. Ben, c'est la même chose avec Carnet de guide. L'enjeu était, grâce à l'image, d'amener le lecteur vers un métier qu'il ne connaît pas, le métier de guide de haute montagne, même d'amener le lecteur vers la montagne tout court. Alors il y a toute une polémique à l'heure actuelle qui consiste à dire que entre l'image et l'écrit, il n'y a pas de rhétorique de l'image qui envoie un flash très fugace, alors que l'écrit amène la réflexion, la méditation, etc., et amène à développer le sujet dont on traite. En fait, en ce qui concerne la bande dessinée ou le livre illustré, le livre graphique, comme ce que vous faites les uns et les autres, je pense que le dessin est très important parce que, au contraire, il suscite une rhétorique qui est très importante parce que les images, les dessins, les planches sont très expressives, elles traduisent un message et ce message suppose une certaine forme de réflexion. Et je pense que s'il n'y avait pas ces images en appoint du texte, eh ben, on passerait peut-être à côté d'un certain nombre de sujets. Exactement, c'est ce que j'essayais de dire. Merci Michel de trouver le juste pour dire ce que j'essayais de dire auparavant, sachant que je vais faire une légère nuance. Je me rends compte avec ces ouvrages et ces romans graphiques, souvent offerts au moment des fêtes de Noël, la plupart des gens s'arrêtent sur le dessin et ne vont pas plus loin. Ça, c'est ma petite frustration d'auteur. Beaucoup m'ont dit j'ai adoré les dessins, j'adorais les dessins. Alors, je fais un énorme travail littéraire derrière. Je pense que la mise en page, je pense aussi que bon, c'est un livre qui s'est diffusé aussi auprès des 20-30 ans, et je pense qu'on commence à être aussi habitué à la culture de l'image, de l'information rapide, du visuel. Il y en a peut-être moins de temps, d'énergie, peut-être moins l'effort aussi de rentrer dans le texte. Donc parfois, voilà, avec Paul, on est amis, mais je lui disais, tu me piques la vedette, là, Polo, là, tu me prends tout le monde avec tes dessins. Il n'y a plus rien après pour le texte. Bon, c'était pour rire, évidemment. Je me permets, Michel, avant de passer et faire une petite digression, Félix, tu parlais du monde pastoral. Étant moi-même aide bergère aujourd'hui, parce que ma compagne va travailler en alpage, elle est bergère, elle a 1600 moutons aujourd'hui sur le plateau dans Paris, avec une vue exceptionnelle sur la Meije, sur notamment le glacier de la Girose. On est dans un véritable paradis à vue d'œil. C'est un métier extrêmement difficile, on ne s'en rend pas compte, en fait. Il faut vraiment l'éprouver. Une fois qu'on l'a éprouvé, moi j'aime bien casser en fait, assez souvent cette idéalisation, cette bucolique, cette pastorale du berger qui date de l'Antiquité. J'essaye un peu de le casser. J'étais dedans aussi auparavant, me rendant compte de la difficulté du métier aujourd'hui. Je tiens quand même à dire que c'est un métier extrêmement dur physiquement, on ne s'en rend pas compte, psychiquement aussi, la solitude. Et lorsque les conditions de travail ne sont pas respectées par l'éleveur, on passe très rapidement du paradis à l'enfer. Et je tenais à le préciser aussi. Merci. Ça, c'est un problème que vous n'avez pas, là, entre l'écrit et l'image, vous faites les dessins et les dialogues, donc c'est une sécurité, personne ne vous périt l'autre. Oui, quand on est scénariste, dessinateur, qu'on fait tout soi-même, on fait ce qu'on veut. On a plus de liberté.
Et la montagne est l'école de la liberté, y compris dans les alpages. Alors moi je dirais plutôt la montagne est l'école de la discipline, parce que sans discipline, il n'y a pas de liberté. À mon avis, moi j'étais professionnel de la montagne avant de faire de la bande dessinée, j'étais moniteur de ski, et je voyais que pour prendre du plaisir en montagne, en ski ou en n'importe quelle activité que l'on souhaite pratiquer, avec essayer de trouver du plaisir, il faut d'abord apprendre quelque chose avec beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, et après enfin on peut savourer ce que cette discipline nous apporte. Et concernant le monde pastoral, effectivement, c'est ça. Un berger, c'est une image symbolique. Hein, c'est repris, bien sûr, quand je parlais de la foi catholique qui animait les alpages autrefois. Voilà, le berger, c'était un petit peu cette image-là, l'image du Christ, c'est un berger, comme on disait à la fois dans la foi catholique et protestante. Et je pense que cette image symbolique, elle subsiste, mais c'est vrai que la réalité est tout autre, effectivement. Et je rejoins tout à fait. C'est pour ça que moi, j'essaie de mettre un peu d'humour. Et Fanfouet n'est pas dupe. Il sait très bien que c'est difficile, mais il essaye quand même d'en jouer en disant voilà, j'ai une vie formidable dans mes alpages. Et alors, un certain nombre de grands romans sont adaptés en bande dessinée. Je m'adresse aux spécialistes de la bande dessinée. Est-ce que c'est une façon d'attirer le lectorat vers les grands textes? Est-ce que c'est une solution de facilité? Est-ce que c'est un débouché pour les illustrateurs? Comment doit-on percevoir cette tendance actuelle à adapter les grands textes en bande dessinée? Franck, est-ce que ça t'attire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré dans le choix des livres sélectionnés pour le Grand Prix? Alors, je ne sais pas si c'est ce qui nous a porté pour le choix de nos œuvres. Bon, je pense que tu penses notamment à La Neige en deuil tirée du roman d'Henri Troyat, qui raconte l'histoire de deux frères qui se retrouvent, qui sont tiraillés, pas avec le même tempérament, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs, avec un frère qui est plus tourné vers la ferme et l'autre vers la recherche du profit. Enfin bon, je ne vous dévoile pas le roman pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, mais en tout cas, la bande dessinée fait partie de cette shortlist de ces BD. Mais là, c'est vrai que le texte, alors je me pose un petit peu ce que tu as dit, parce que le texte, je trouve que c'est quand même assez porteur. D'ailleurs, souvent on scénarise d'abord l'œuvre et puis après on la dessine. Hein. Donc c'est-à-dire que alors, les deux servent le récit, les deux, l'œuvre narrative et l'œuvre aussi figurative. Mais je pense que quand on a un bon texte, alors si on va chercher ce texte dans les classiques, dans des romans, par exemple des romans qui sont apportés à la bande dessinée, ça marche. Parce que si l'histoire est bonne, je dirais même aller dans l'absolu, même si le dessin est un peu faible ou peut-être moins ambitieux, ça fonctionne. Le contraire n'est peut-être pas aussi vrai. On peut avoir des très beaux, d'ailleurs on a eu des très belles narrations figuratives, et puis c'est vrai que le texte, s'il ne suit pas complètement, on est un petit peu heurté. Bon, voilà, ça c'est vraiment un avis pas de spécialiste, hein, mais d'amateur de BD. Et dans la BD, je pense que quand on a quelque chose de fort, une histoire forte, ça passe, et la BD rajoute cette dimension. Comme j'expliquais lors de la remise des prix, cette dimension tragique et puis romantique, parce que la montagne, alors nous dans le Grand Prix de la BD de montagne, hein, bien sûr on parle de la montagne, donc les 24 œuvres qui avaient été en lice pour cette année ont vraiment exprimé à différents niveaux la montagne, hein, c'était le sujet numéro 1, sachant que bien sûr il y avait la narration concernant l'histoire en elle-même, mais la montagne était vraiment le sujet et le personnage numéro 1. Et à travers cette montagne, c'est vrai qu'on raconte des histoires encore plus fortes. Alors quand dans le sujet, quand on fait une sorte de trinité, disons, pour savoir si ça fonctionne bien, si on a un bon texte, si on a une histoire qui se passe en montagne, alors je défends un peu notre région, parce qu'on est entouré de montagnes, mais pas seulement. Et donc, si on a quelque chose avec de l'émotion, comme bien sûr le livre Coup de cœur, hein, qu'on a remis le coup de cœur de Manani Estani, à ce moment-là, ça fonctionne. Et ça laisse surtout, vous savez, c'est un petit peu, je pense que toute œuvre est réussie, c'est quand ça vous change la vie. Bon, j'exagère un petit peu, je force le trait pour justement illustrer mon propos, mais c'est vrai que quand on est différent entre le début du livre, le début de la bande dessinée, ou le début d'un film ou d'une musique, et qu'à la fin de cette lecture ou cette vision, notre regard a changé, à ce moment-là, ça marche, ça fonctionne. Et même si, je dis, même si le dessin, il y a des faiblesses dans le dessin, si votre vie a changé, il ne faut pas changer dans le sens, mais si notre regard a changé, à ce moment-là, ça fonctionne.
Et la bande dessinée, le petit plus, c'est qu'on peut accrocher des personnes peut-être qui n'auraient pas eu cette sensibilité par rapport à la chose écrite. Ben, c'est un accès plus simple. Et c'est pour ça que quand on a par exemple les aquarelles, et ça nous donne envie d'ouvrir et puis de voir justement ces textes, après découvrir les textes. Et moi je trouve que au contraire, ça fonctionne. Après les textes, il faut qu'ils soient bons, bien sûr. Et à ce moment-là, le dessin, et quand on a... Alors nous on parle de bande dessinée, mais là c'est différent, mais quand on a une bande dessinée avec une belle couverture, quelque chose qui donne envie, et puis les premières bulles nous amènent déjà dans un autre univers, ça fonctionne. Et le dessin là sert vraiment le texte. Mais vous voyez, on a une sorte d'équilibre qui se change au fur et à mesure de la lecture, et qui fait que la bande dessinée c'est une bonne mise en bouche pour des personnes qui n'ont pas cette culture ou qui ne sont pas habituées à lire. Et je trouve que c'est pour ça qu'on a mis en place ce Grand Prix de la bande dessinée de montagne, parce que nous on est en montagne. On trouve que c'est un super personnage. Je voulais juste préciser concernant l'illustration, par exemple, d'un roman existant, si on le dessine, si on apporte le dessin à ce roman, je pense qu'on lui apporte de la chair. Le texte écrit, souvent c'est une image de l'esprit, on se fabrique ses propres images. Là, quand on dessine quelque chose, il y a quelque chose de sensuel qui apparaît, c'est-à-dire qu'on a tous un rapport au dessin qui date de l'enfance finalement. C'est quelque chose de très enfantin à la base, le dessin. On a tous adoré dessiner étant enfant, et à un moment donné, il y en a qui arrêtent pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a un adulte pas sympa qui a dit « il est moche ton dessin », ou alors il y en a qui continuent, comme moi j'ai pu faire, je pense que comme Nicolas l'a fait aussi. Et je pense que ce supplément de chair, ce supplément de souvenirs de sensualité qu'on avait quand on dessinait, ce plaisir, je pense que ça enrichit effectivement le texte, qui en soi est déjà très riche, mais tout l'art du roman graphique adapté d'un texte, c'est de lui apporter ce supplément de chair. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, ce qui est très important, c'est aussi le graphisme et c'est aussi la colorisation. Je vais vous donner deux exemples. En tant que lecteur ordinaire, il y a des grands textes adaptés en bande dessinée. Un texte très éloigné de la montagne, qui est La Recherche du temps perdu de Marcel Proust, avec un graphiste et des couleurs extraordinaires. Et vraiment, ça donne envie ensuite de se plonger dans, je sais pas, la mort de la grand-mère ou la plage de Trouville, etc. Et de Cabourg plutôt. Et donc le dessin et la couleur sont vraiment très, très attractives. En revanche, j'ai vu des bandes dessinées qui étaient d'un graphisme plus compliqué, moins précis, avec des couleurs sépia ou noires ou très foncées. Et là, je ne sais pas si c'était un choix éditorial ou un choix artistique, mais c'était plus rébarbatif que attractif. Oui, bah, la couleur, c'est vrai que c'est important. Enfin, moi, il y a beaucoup de dessinateurs de BD qui font juste le dessin, et puis après, ils donnent ça à un coloriste. Moi, la couleur, j'adore ça. C'est vraiment important, et c'est pas que du remplissage, la couleur. C'est vraiment arriver à trouver une espèce d'ambiance. Enfin. Et puis moi, en plus, dans mon cas où j'avais 4 siècles différents, 4 ascensions, j'ai essayé que dans chaque ascension, il y ait une espèce de dominante de couleur, une espèce d'ambiance colorée. Voilà. Tout ce qui se passe au Mont-Aiguille dans des tons un peu jaunes, enfin presque un peu saharien. Voilà. Et contrairement à ça, le Cervin, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans des tons violacés, un peu plus durs. Voilà, parce que je trouve que c'est vrai que le rocher du Cervin, c'est un peu dur comme ça. Voilà, donc c'est vraiment important, c'est pas du remplissage bête et méchant, c'est vraiment essayer de trouver des ambiances. Puis après, en montagne, enfin, tous ceux qui vont en montagne le savent, il y a des lumières extraordinaires, surtout le matin et le soir. Mais c'est arriver à capter ces lumières, ces espèces de jeux d'ombre et de lumière qui sont pas toujours évidentes à représenter, mais ça, c'est super passionnant à faire. Voilà, et ce sont des planches d'une grande douceur. Hein, parce que souvent, l'écueil, c'est effectivement d'être soumis à des planches, à des couleurs un peu trop criardes, mais que ce soit là, dans des paradis inaccessibles ou dans vos aventures de Fanfoué, c'est vraiment des couleurs qui collent parfaitement avec le texte. Alors c'est ça, moi je fais mes couleurs moi-même aussi, je les fais aussi bien sur informatique comme dans Fanfoué ou en couleur directe, directement sur la planche pour d'autres séries que je réalise pour Casterman ou Dargaud par exemple. Mais c'est vrai que la couleur c'est la lumière aussi, c'est-à-dire qu'on éclaire une scène. Et si on l'éclaire, effectivement, un contre-jour n'aura pas le même effet que
si on mettait un projecteur en pleine face d'un personnage. C'est vrai qu'en jouant là-dessus, en jouant sur ces lumières, ça permet aussi d'accroître la narration, c'est-à-dire qu'on donne un supplément d'information inconsciemment au lecteur, c'est-à-dire que le lecteur découvre une scène qui, étant éclairée grâce à la couleur, à la lumière, prend tout d'un coup une intensité dramatique ou une intensité comique selon l'effet désiré. Et que pense le philosophe de l'adaptation des grands textes en bande dessinée? Faut-il adapter en bande dessinée Le bord du monde est vertical pour mettre en... J'aurais pas dû dire que j'étais philosophe, du coup. J'aurais pas dû dire que j'étais philosophe, parce que je sais pas si j'ai un avis là-dessus. On sait que tu es un grand écrivain, déjà. Je sais pas. J'ai pas d'avis philosophique là-dessus. Par contre, je sais que j'aimerais bien que Le bord du monde est vertical soit adapté, évidemment, en bande dessinée, voire en film. Notamment parce que lorsque je l'ai écrit, je l'ai pensé comme un film ou comme une bande dessinée, ce roman. Ouais, alors beaucoup d'auteurs ont une écriture cinématographique. Hein, et vraiment, le lecteur voit les images en même temps qu'il découvre le texte. Oui, exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Même j'écris musique, comme si c'était la bande-son, finalement, d'une scène qui se déroule. Je vois mes personnages comme des acteurs et j'ai l'impression d'écrire presque un scénario mais avec de la poésie à l'intérieur. C'est assez étrange comme impression, mais c'est un film qui se déroule. Après, pour mettre des mots en images, il faut que le texte s'y prête, parce que, je sais pas, mettre en image l'audace et les certitudes de certains personnages au bord du monde, ça doit être quand même un peu compliqué. Non, il faut s'accrocher à l'image, il faut s'accrocher à la sensation, il faut s'accrocher à la couleur, à la sueur. C'est pour ça que ce soit dans le roman, dans Carnet de guide, je voulais pas faire quelque chose de trop abstrait, trop conceptuel. Dans Le bord du monde est vertical, mon premier roman, qui est un roman initiatique, l'ascension d'une montagne sans sommet, on est vraiment dans de la métaphysique, c'est un livre très éthéré, on est dans le monde des idées, et d'une page à l'autre, on campe très souvent en montagne, on revient à la chair, on revient à la sueur, on revient au froid, on revient à la faim. Il me semble que c'est la même chose en carnet de guide. Au départ, ça devait être un catalogue d'anecdotes de montagne, et avec Paul, on s'est dit non, on va amener un petit peu de sueur, un peu d'humanisme, je sais pas comment dire ça, mais un peu de réel, tout simplement. On va aller rencontrer ces guides-là pour se nourrir d'images réelles, qu'on a vraiment vécues, non pas qu'on nous raconte. Et c'est peut-être, pour te répondre, ça rend peut-être l'adaptation graphique un peu plus facile, lorsqu'il y a un petit peu de corps. Oui, et puis on peut, par l'image, créer des raccourcis. On peut, en une scène, en une planche, résumer 200 pages. Ah, je pense pas, non, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais on peut suggérer effectivement beaucoup de choses. Je pense que le texte peut décrire. L'image peut effectivement, une seule image. Là, je suis en train de travailler sur un scénario qui se passe pendant une campagne napoléonique. Mon scénariste m'a écrit, il y a une charge de cavalerie contre un carré d'infanterie russe, ça se passe en Russie. Lui, ça a dû lui prendre à peu près, je vais dire 8 secondes pour l'écrire. Moi, j'ai mis un certain temps à dessiner tous ces personnages, cette ambiance, cette neige, ces uniformes que j'ai dû aller voir dans des bouquins, comment étaient les uniformes des hussards français et des fantassins russes. Donc, effectivement, on peut avoir beaucoup d'informations dans une image, mais je pense que l'émotion, ou du moins ce que l'auteur veut faire passer, prend un certain temps à développer. On ne peut pas le suggérer en une seule image. Mais c'est vrai que certains raccourcis peuvent être pris. Là, c'est aussi ton avis, Nicolas? Oui, en fait, moi je pense que c'est variable parce que moi je vois quand je travaille des fois aussi avec des scénaristes. Des fois, au contraire, ils vont faire quelque chose d'assez long quand on va en effet pouvoir résumer. Mais des fois, c'est l'inverse. En fait, on a besoin de mettre beaucoup d'images sur quelque chose qui vont. Par exemple, en montagne, c'est assez classique, je trouve. C'est quand c'est assez dur déjà, d'ailleurs à dessiner, c'est la marche, l'ascension. Finalement, c'est assez ennuyeux. Enfin, voilà. Par exemple, un scénariste va dire ils font le sommet, ils marchent, voilà. Mais nous, on va essayer de raconter un peu autre chose, sinon il ne se passe pas grand-chose. Donc là, il faut rajouter des images, il faut arriver à montrer que c'est long, qu'ils font pas ça en 2 secondes, et voilà. Et ça, c'est ce qu'on développe en plus du texte. On
On avait l'année dernière au même endroit une table ronde avec notamment des romanciers, un éditeur, etc. Et on parlait de la liberté que le romancier pouvait prendre avec la réalité. Il peut faire un peu ce qu'il veut. Je pense que pour le dessinateur, il y a quand même une exigence de précision qui se pose davantage. En fait, c'est une précision, bon, à part mes uniformes napoléoniens, c'est une précision toute relative. C'est-à-dire que je pense que le lecteur souhaite qu'on l'emmène par la main quelque part, et le dessin aide beaucoup à ça, justement à l'immerger dans l'histoire. Mais toutefois, on peut respecter certaines choses, effectivement, l'architecture d'un chalet en ce qui concerne Fanfouet, ou je sais pas, son béret, comment il le porte, tout ça, on peut le respecter. On peut trouver des choses, qu'est-ce qu'une vache d'abondance, il faut respecter ça aussi, la cloche qu'elle porte au cou, bref, bon, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut être plutôt scrupuleux, mais on peut styliser, c'est-à-dire qu'on peut prendre des libertés, et juste une fois de plus, moi je fais confiance à l'intelligence du lecteur pour se dire, voilà, effectivement, Fanfouet est avec sa vache qui s'appelle Mirabelle, ok, il n'y a pas besoin non plus de dessiner tous les poils de la queue et tous les pis vraiment hyper réalistiques pour avoir cette impression. Et je pense que le lecteur arrive à traduire aussi les images assez aisément, puisque depuis, la bande dessinée existe depuis assez longtemps, elle est devenue un art un peu, on va dire, bien considéré depuis les années 60, et je pense que maintenant, tout le monde lit de la bande dessinée à quelques exceptions près. C'est plus réservé aux enfants, c'est plus un truc, je parlais d'enfantin tout à l'heure dans le dessin, c'est pas quelque chose d'infantile. La bande dessinée, au contraire, il y a une vraie maturité, et je pense que les lecteurs, quelle que soit leur tranche d'âge, ils trouvent la bande dessinée qu'ils aiment, et parce qu'il y a cette exigence de la part des auteurs. Et puis dans la bande dessinée, ou du moins dans le roman graphique, il y a aussi des portraits. Alors des portraits de personnages imaginaires ou inventés comme Fanfouet. Bon, il faut que ce soit toujours le même, il ne faut pas qu'il rajeunisse ou qu'il vieillisse, etc. Et dans le livre carnet de guides, il y a des portraits, des guides, portraits écrits, témoignages de ces guides, mais il y a aussi des portraits de Paul de Châtel-Perron et qui traduisent réellement l'émotion de ces personnes. Et ça, je veux dire, c'est épouvantable, parce que pour faire passer, par exemple, le visage toujours souriant de Day, ou pour des visages plus tourmentés d'autres guides, je veux dire, là encore, il faut que le dessinateur puisse s'imprégner de la personnalité de ce sujet. Oui, mais là je pense qu'il faudrait poser la question à Paul, parce que sur le coup je ne sais pas du tout comment il a procédé. Même si on a travaillé à quatre mains, on a bien compartimenté les tâches en quelque sorte. Moi je restais sur le texte, lui sur le dessin, et l'un n'empiétait pas sur l'autre. Donc je vais avoir du mal à répondre sur la manière dont il a créé ses portraits. Je voulais simplement souligner la qualité des portraits et l'émotion qu'il m'amusait. Donc, je ne voulais pas occulter cet élément particulier. Je me disais tout à l'heure, on parlait souvent, tu posais la question de l'adaptation graphique d'une œuvre scripturale. Et moi, très souvent, lorsque je vois des aquarelles, par exemple, de Paul, ou je pense à Jean-Marc Rochette, parce qu'on habite dans la même vallée, et je suis souvent face à ces aquarelles, je me pose la question inverse, et je me dis comment dire ce que tu ressens face à une telle aquarelle. Quelles sont toutes les émotions qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, lorsqu'on parle d'une ascension, par exemple, l'auteur peut s'arrêter en disant « il grimpe vers la montagne ». Et lorsque tu vois une belle aquarelle, il y a beaucoup plus qu'une simple ascension physique. Et je trouve que c'est un enjeu assez énorme aussi pour les écrivains de se poser la question de l'adaptation scripturale d'une œuvre graphique, parfois, même si ça existe peu. Alors c'est intéressant l'exemple de Jean-Marc Rochette, parce qu'il était connu pour faire des romans graphiques qui avaient beaucoup de succès, qui laissaient passer un certain nombre de messages très forts sur à la fois sa personnalité, sa sensibilité, son intimité avec la montagne. Et puis là, cette année, il a publié un roman, enfin un livre, une œuvre scripturale stricte, avec simplement une couverture. Et c'est assez réussi parce que bon, il raconte son hivernage dans un village isolé, un peu coupé du monde, en dehors du fait qu'il est relié avec Internet. Et bon, voilà, il raconte son témoignage, c'est assez fort, c'est assez facile à lire, c'est réussi. Et le texte est malgré tout très, très cinématographique. Là encore, on voit un peu
il a l'air de bien décrire les personnages qu'il ne peint pas cette fois, ou qu'il ne dessine pas, mais qu'il décrit avec une certaine précision. Donc je pense qu'il est donc possible de passer de l'un à l'autre avec bonheur. Mais là, tu ne dessines pas du tout. Tu écris et tu fais dessiner. C'est bien. Mais il semble, et c'est intéressant dans notre conversation, parce qu'on a l'impression quand même que écrire est facile, dessiner est un art. Voilà. C'est plus compliqué peut-être. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans. Moi, je pense que les deux demandent beaucoup de rigueur. Je reviens toujours à ma discipline de tout à l'heure pour avoir le maximum de liberté quand on dessine ou quand on écrit. Et c'est-à-dire qu'en amont, il faut bien réfléchir à tout ce qu'on veut raconter, pourquoi on veut le raconter, quelle est l'intention qu'on veut mettre dans ce qu'on raconte. En l'occurrence, moi, c'est vrai que je fais mes scénarios, donc j'écris les bulles, j'écris les dialogues. Les personnages sont définis par la manière dont ils s'expriment, c'est-à-dire que Fanfouet ne va pas s'exprimer pareil que le touriste bernois qui va venir, le fabricant de coucou qui va venir s'installer à l'alpage. Et donc, ça permet de créer des personnalités à travers les dialogues. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la description elle est graphique, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés par le dessin, mais je pense que la caractérisation du personnage se fait par les dialogues. En l'occurrence, pour la bande dessinée, c'est beaucoup plus approprié. Mais je ne me lancerai pas du tout dans l'échelle des valeurs, le dessin, le texte. Je pense que les deux, s'ils sont bien mixés, pour une bande dessinée, c'est parfait. Il ne faut pas trop de texte dans une bande dessinée. Oui, bon, je pense à la même chose que Félix. En plus, moi, je suis pas un scénariste à la base, je suis un dessinateur. Je me suis mis à écrire parce que voilà, j'avais envie de raconter des choses et puis ça me faisait. De toute façon, on ne peut pas faire de bande dessinée sans scénario, donc j'étais obligé d'en avoir un. Et pour avoir écrit un scénario, je sais que c'est difficile. Ouais. Moi, quand j'étais devant mon ordinateur, il fallait que je sorte une histoire. Moi, je trouve tout ceci difficile que du dessin. Après, ça prend peut-être moins de temps. Je sais que les scénaristes passent moins de temps que les dessinateurs. Mais sinon, pour moi, c'est aussi difficile. En tant que lecteur, je trouve que dans certaines bandes dessinées, il y a beaucoup trop de texte et que cela gâte un peu le plaisir de lire parce que finalement, ce qu'on attend d'une bande dessinée ou d'un roman graphique, c'est d'avoir de l'image, des couleurs, des sensations, des émotions. Et s'il y a trop de texte, les bulles, hein, je veux dire, c'est pas d'une esthétique exceptionnelle. Donc, c'est difficile de trouver l'équilibre. Hein. Alors, une fois de plus, je ne vais pas me mouiller trop, mais je pense que le texte, effectivement, l'idée, c'est que le texte soit écrit à la main dans une bande dessinée. C'est-à-dire que ça fait partie du graphisme. Donc, même si la bulle est un petit peu conséquente, je pense qu'elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour apporter, si on voit un personnage marcher, eh bien dans la bulle, on va peut-être savoir ce qu'il pense. Et peut-être que ses pensées sont aussi longues, aussi conséquentes que la montée lui prend du temps. Donc je pense que parfois, quand il y a des petits cartouches comme ça qui sont écrits à la main et qui permettent de donner le petit plus que le dessin ne peut pas apporter, c'est très très important qu'il soit long ou pas. Plus c'est court, mieux c'est, bien sûr. Mais je pense que pour le lecteur, ce n'est pas uniquement d'avoir une BD de 200 pages qui l'intéresse, c'est d'avoir une histoire très forte. Et si le texte, effectivement, peut s'avérer long à certains passages, et Jean-Marc Rochette le fait très bien d'ailleurs, hein, il utilise parfois du texte assez conséquent, et je pense que ça permet d'apporter la dimension littéraire que le dessin, en l'occurrence à ce moment-là, dans cette séquence précise, ne peut pas apporter. Et qu'en pense le président du jury? Faut-il plus de texte ou plus d'images? Disons que je vais plutôt illustrer mon discours, ce que je vais dire, avec l'œuvre de Nicolas Gillot, parce que donc, Nicolas Gillot donc, a eu le premier prix, le premier prix FIS de la bande dessinée de montagne 2024, et finalement ça résume, alors on était un jury de 7 personnes, et on a voté à l'unanimité pour Nicolas, justement parce que ça résume bien tout à fait l'esprit de notre concours, c'est-à-dire qu'il y a une balance entre le narratif, l'histoire qui est vraiment originale. Je vous invite à la lire, cette histoire, qui est originale, avec des dessins qui nous parlent à nous. Enfin, quand on est de la montagne, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Hein. Il n'y a pas de fioriture, c'est pas du tout... et c'est toujours bien au niveau aussi des cases, et au niveau de la narration, donc là, alors, je parle des bulles, il y a un bon équilibre, parce qu'il y a ce qu'il faut. Et justement, à travers donc, la malice de Nicolas, on comprend, parce qu'il y a des sortes d'allusions
qui sont émises dans le livre, et on les comprend, il n'y a pas besoin de rajouter une tartine, mais en 3 mots, on sait déjà de quoi parle Nicolas et de quoi parlent les personnages. Donc c'est pour ça que le livre de Nicolas résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment un équilibre, si je fonce une porte ouverte, mais c'est un équilibre entre le dessin qui donne envie, déjà la couverture, on a une couverture déjà qui est intrigante, ça c'est la couverture qu'on retrouve après dans une case dans la BD, et ce dessin qui nous appelle déjà, qui on va en savoir plus, et après à travers ces cases qui sont plus ou moins grandes, on n'est vraiment pas dans de la symétrie, ça dépend quand il met un peu de profondeur dans le dessin, donc à ce moment-là les cases ça augmentent, et puis quand c'est plus narratif, les cases diminuent. Et donc on a vraiment ce qu'on vient de dire, ça résume tout à fait, enfin dans la BD de Nicolas, ça résume tout à fait tout ce qu'on vient de dire, et les bulles, c'est vrai, moi aussi je suis d'accord avec Michel, c'est que quand il y a trop de choses qui sont écrites, ça devient un peu, surtout des choses des fois qui sont redondantes avec le visuel, c'est moins fort. Et sinon, je voulais donc mettre un petit coup de projecteur sur justement ce Grand Prix qui nous a vraiment emballé, et qui j'espère va donner envie à Nicolas de continuer peut-être dans le même esprit à la fois poétique et réel, quoi. C'est les deux. Et puis on apprend plein de choses, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire, on découvre, là on découvre des choses qu'on ne savait pas, enfin, que Nicolas savait, mais nous on ne savait pas, donc c'était vraiment, historiquement parlant, c'est vraiment très intéressant. Et puis les illustrations enrichissent le texte et amènent à approfondir la lecture. Hein. C'est surtout sur des textes de témoignages ou sur des essais. Je veux dire, souvent, c'est vraiment indispensable d'avoir cet éclairage visuel qui nous incite à aller plus loin dans la lecture. Oui, c'est ça. Dans Carnet de guide aussi, on a pensé les aquarelles de Paul comme des moments de respiration entre plusieurs portraits, plusieurs textes qui peuvent parfois être assez intenses. Les guides nous racontent la dureté de la vie en montagne, évidemment le risque de l'accident ou de la mort toujours présente, et certains portraits sont quand même assez viscérales, un peu lourds, alors on trouvait ça nécessaire de proposer de belles aquarelles, histoire que vous puissiez respirer un peu avant de reprendre l'ascension en quelque sorte. Ouais. Voilà. Souhaiteriez-vous poser des questions à nos invités? Je veux savoir, est-ce que toutes les observatoires ont été réalisées directement, ou est-ce que tu as eu ton mot à dire en disant vraiment celle-là, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, ou est-ce que... On s'était donné vraiment une règle, en fait, c'est que l'un n'empiète pas sur le terrain de l'autre, sauf si l'autre lui demande. Autrement dit, moi je n'intervenais jamais sur ce que faisait Paul, c'était le rôle de notre éditrice, de lui dire ça va pas, ça on retouche, ça on enlève, sauf si Paul me demandait. Qu'est-ce que tu en penses, Simon, de cette aquarelle? Là, je lui disais. Et inversement pour le texte. Sinon, puisqu'on est amis, en fait, ça risquait de créer des frictions entre nous. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire un roman et d'avoir envie de l'adapter en bande dessinée? Personnellement, non. Quand on lit un roman, on a des images qui viennent, on l'adapter en BD. Moi, je préfère créer. Je vous encourage à aller visiter les stands des différents lieux d'exposition, que ce soit au gymnase ou que ce soit à la salle Robert Fournier. Peut-être trouverez-vous matière à changer d'avis, pour le plus grand bonheur des auteurs qui, effectivement, sont toujours contents d'avoir des lecteurs. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander un petit mot de conclusion et peut-être sur votre actualité et sur vos projets et sur la façon dont vous envisagez l'avenir de la bande dessinée dans l'histoire de la culture transalpine. Personnellement, moi je viens de terminer un album alors très très différent, un album de gags pour ceux qui sont déjà tournés, enfin c'est sur Crapaille, un personnage que j'ai créé. C'est des gags humoristiques, c'est très différent de ce que j'ai fait. Voilà, donc là je viens de terminer le 2e tome qui va sortir en février. Et puis je suis parti sur un nouveau scénario. Là, cette fois-ci, je ne pars pas dans le passé, au contraire, j'essaie d'imaginer le futur de la montagne. Donc je suis au storyboard, à la phase du storyboard, donc c'est vraiment le début. Et j'essaie d'imaginer, alors de façon pas trop anxiogène, mais voilà, quand il n'y aura plus de glacier, on saura plus ce que c'est que la neige. Et
voilà, d'imaginer ce que ça peut être. Donc j'ai écrit une espèce de conte, enfin, toujours un peu dans le même esprit, c'est-à-dire sans essayer de se prendre trop au sérieux, d'imaginer une aventure qui se passe a priori en Himalaya, mais je ne parle pas d'endroit précis ni de date précise. L'idée, c'est d'évoquer une espèce de montagne imaginaire où il n'y aura plus de neige et glacier. Est-ce que cette expérience avec Paul de Châtel-Perron incite à poursuivre ce dialogue entre l'auteur et l'illustrateur? Oui, ça l'incite, mais pour moi, ce ne sera pas pour maintenant, parce que j'ai 2 projets. Enfin, j'ai déjà mon premier roman qui sort dans 10 jours, chez Le Mot et le Reste, Le Chant des Pentes, qui s'inspire très librement des bergers siffleurs pyrénéens que j'ai pu rencontrer l'année dernière, passer un peu de temps avec eux. Ce sera un roman pastoral qui, cette fois-ci, est en plein dans le cliché et le mythe du pont sauvage rousseauiste. Là, sur le coup, je n'ai pas forcément déconstruit cette image que j'ai déconstruite un petit peu pendant la rencontre. Et puis, j'ai besoin et envie d'écrire. Je suis en train d'enclencher un nouveau projet qui prend comme point de départ les crues de la vallée du Vénéon qui ont détruit, entre autres, le hameau de la Bérarde, donc, où j'habite. Et je vais écrire un projet un peu plus personnel et littéraire sur cette histoire. Donc, ce sera donc pour plus tard. D'accord, j'en profite pour souligner la qualité des aquarelles de Paul de Châtel-Perron qui vraiment sont à l'égal de celles d'autres illustrateurs comme Rochette ou autres, parce que c'est vraiment de très belles couleurs et des tons très fondus. Et puis je voudrais aussi souligner la qualité de la maison d'édition Le Mot et le Reste qui a édité Le bord du monde est vertical et qui a été également le premier éditeur de Patrice Guin, qui est maintenant un auteur reconnu, qui fait des thrillers vraiment passionnants que je vous recommande. À quand le mariage de Fanfoué? Fanfoué ne sera jamais marié. Alors, comme Tintin. Voilà. Après, surtout, moi, ce que je voulais, c'est continuer à faire vivre ce personnage. C'est pour ça qu'il y a une nouveauté qui est sortie là, il y a quelques jours, qui résonne avec la Bérarde, parce que c'est une catastrophe qui est arrivée dans ma vallée en 1943, où la montagne s'est effondrée brutalement. Et une coulée de boue a emporté les chalets d'alpage, a englouti les maisons qui étaient au fond de la vallée. Le niveau de l'eau est monté, et actuellement, après cette catastrophe, c'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez vous balader dans le chalet, dans la vallée de Bellevaux, au pied de rue d'Enfer, et vous verrez qu'il y a un lac magnifique. Vraiment, c'est un bijou. En plus, c'est une vallée qui n'est pas du tout développée d'un point de vue industrie de montagne, on va dire le ski, etc. Donc c'est super préservé, c'est un bijou, mais qui est né d'une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a une forme de résilience dans la montagne aussi. Et si un jour d'aventure vous vous promenez au bord du lac, vous verrez, s'il fait beau, vous verrez les ruines des maisons à l'intérieur du lac. On peut encore distinguer les murs. Donc c'est ça. Et continuer à faire vivre Fanfoué à travers des polars savoyards qui sont toujours le prétexte d'utiliser des petits bouts d'histoire de la région pour inventer une fiction et faire vivre le personnage de Fanfoué. Le prochain se passera entre le lac d'Annecy et le lac Léman. Toujours avec une intrigue. Exactement. Nous avons pensé pour Catherine Destivelle, qui devait être parmi nous pour parler de son histoire de l'escalade en bande dessinée, mais elle a été retenue aux Jeux Olympiques pour, je pense, sinon gagner une médaille, du moins peut-être en remettre une, je ne sais pas. En tout cas, nous pensons bien à elle. Elle sera là cet après-midi. Hein, et donc, son livre est assez remarquable aussi, hein, il est assez bien fait. Alors, c'est moins facétieux que celui de Nicolas, mais il est quand même très intéressant pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas bien l'histoire de l'alpinisme. On apprend quand même pas mal de choses. Et là encore, d'une façon beaucoup plus ludique et beaucoup plus facile qu'en lisant un traité ou 700 pages d'un livre publié dans une grande maison d'édition spécialisée. Après cette première mouture du premier Grand Prix de la bande dessinée de montagne, est-ce que c'est une expérience réussie? Est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que ça incite à poursuivre? Oui, quand on s'est lancé dans cette aventure, c'est une aventure modeste, mais c'est une aventure quand même. On ne savait pas où on allait, donc bien sûr, on faisait ça dans le cadre du salon du livre de montagne, donc la bande dessinée de montagne s'imposait. Et on a été surpris en bien du succès rencontré, parce que beaucoup d'éditeurs ont joué le jeu, on a contacté beaucoup, mais beaucoup ont répondu, présents. Ils ont envoyé leur bande dessinée, les œuvres des auteurs qui étaient en lien avec la montagne. Donc c'est vrai que la bande dessinée en général, c'est un
domaine qui est très dynamique, il y a beaucoup de ventes chaque année, là je parle en France notamment. Mais la bande dessinée de montagne est encore, je ne sais pas si c'est encore plus dynamique, mais c'est quelque chose j'ai l'impression qui se développe. Moi j'ai l'habitude je suis amateur de bande dessinée bien sûr, et donc j'ai trouvé, alors est-ce que c'est parce que c'est moi qui m'y intéresse plus, ou c'est parce que c'est une situation actuelle, mais c'est un personnage, en parlant de la montagne, c'est un personnage qui est vraiment, qui est vraiment mis en scène de plus en plus dans ce qu'on a vu, dans toutes les parutions. Donc ça donne envie, c'est vrai, de renouveler l'édition, peut-être en 2025. C'est un prématuré pour vous en parler déjà, mais c'est vrai que tous les feux sont verts pour continuer cette aventure. On en reparlera peut-être au fil des semaines, au fil des mois. Mais si on refait cette manifestation, c'est vrai qu'on est vraiment déjà très, très enthousiaste parce qu'on se dit qu'il y a encore des choses qui vont sortir et encore des choses plus... Parce qu'on a déjà des échos de choses qui n'étaient pas prêtes, parce qu'on avait borné quand même les parutions pour que ça rentre dans une... Comme c'était une compétition quand même, donc c'était borné par des dates de parution. Mais on a appris qu'il y avait d'autres sorties après le 31 mars 2024 et d'autres sorties qui pourraient concourir dans notre prix de la BD l'année prochaine si on continue l'aventure. Voilà, donc plutôt positif, plus que positif, et on est très heureux d'avoir donc nommé ces deux œuvres, le coup de cœur de Manani et Stanley avec ses oiseaux de papier, et les paradis inaccessibles qui sont accessibles maintenant, parce que si vous lisez la BD, vous irez dans ces paradis. Hein. C'est vraiment... C'est des paradis qui sont tout à fait accessibles grâce à Nicolas Giraud. Voilà, merci beaucoup.